Nous allons reprendre avec la table ronde des organisations participatives pour la prévention partagée. Croisement sociologique, anthropologique et numérique. Ça va être très riche. Et je vous propose un premier challenge, c'est de vous présenter chacun en 1 minute. Mathieu, tu veux commencer ? Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, Mathieu Lussmann, je suis médecin généraliste et sociologue de la santé et je suis à l'UNPS président du comité éthique et scientifique de l'UNPS. C'est un comité qui peut être sollicité par les associations membres de l'UNPS sur des problèmes éthiques et des questions scientifiques. Et dans ce cas-là, il faut adresser un mail à l'UNPS. Bonjour à tous, je suis Christina Go. Je suis essayiste publiée dans différentes anthologies, contributrice pour la Revue mondiale pour la francophonie, Monde francophone, également vocaliste de blues et poétesse. Et je suis l'initiatrice donc de Ut Fortis, projet intersectoriel et international pour la prévention du suicide, qui appartient au réseau Vie37 dans le Centre-Val de Loire. Bonjour à tous, donc Samy Suyi, je suis maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, notamment en informatique et en génie informatique. Et mon autre casquette, c'est que je suis membre du comité éthique et scientifique de l'UNPS. Bonjour à vous, Catherine Legrand-Séby, je suis socio-anthropologue plus qu'anthropologue, c'est-à-dire que la question du social m'intéresse beaucoup, et d'ailleurs mon poste à la faculté de médecine de Lille était un poste de sociologie. J'ai enseigné, car je suis maintenant à la retraite de la faculté de médecine, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans la sociologie, l'anthropologie et l'éthique du point de vue des sciences sociales aux futurs médecins, et bien peu enseigné ce qui m'intéressait de façon majeure dans mes travaux, à savoir la mort, la place de la mort dans nos sociétés et dans ces institutions. Et je ne suis donc pas une anthropologue exotisante. Mon terrain, c'est ici, maintenant, même si le ici est large, puisque j'ai aussi beaucoup travaillé en Outre-mer, notamment à La Réunion et à la Martinique. Et mes recherches donc portent sur l'écart, et un écart qui peut faire souffrir, entre culture hospitalière, culture médicale et culture familiale autour de ces questions graves que sont la maladie grave et la mort. Et les questions du suicide, eh bien, sans en être du tout spécialiste, je les ai rencontrées en permanence sur mes 30 ans de travaux de terrain, ayant fait ma thèse sur les mères célibataires contraintes d'accoucher dans une maternité départementale très fermée dans l'ouest français. Les gens du village que je rencontrais, alors que cet établissement avait fermé à la fin du XXe siècle, me parlaient du canal des Noyers. Les Noyers, c'est EES. C'était le lieu où beaucoup de femmes, beaucoup sur les 70 ans d'existence de l'établissement, ont effectivement perdu la vie. Et puis ensuite, j'ai travaillé par exemple avec Annick Ernoult à interroger des parents dont les enfants, jeunes adultes, entrent en psychiatrie. Nous avons beaucoup entendu ce qu'il en était du suicide. Et puis récemment, je travaille encore sur tous les bouleversements provoqués par cette période Covid, cet éloignement. Éloignement des proches, des mourants et des morts. Et j'ai d'ailleurs le projet, j'espère que ça va se faire, de travailler sur ces questions en Martinique très bientôt. Merci. Alors, pour initier un peu cette table ronde, on a vu la première table ronde qui est toujours le problème de définition. Qu'est-ce que c'est que la démocratie sanitaire ? Et pour préparer, on a un peu discuté, est-ce qu'il faut parler d'organisation participative, de santé participative, de santé communautaire? On a beaucoup débattu. Et je me suis dit que pour cadrer, pour donner des repères, c'est vraiment ça, c'est pas une définition qu'il faut prendre au pied de la lettre, mais je me suis dit que pour commencer, ça serait bien d'avoir une définition de la santé participative. Alors, je n'en ai pas trouvé, mais je me suis référé à la définition de la santé communautaire de l'OMS que je vous propose. Selon l'Organisation mondiale de la santé communautaire est le processus par lequel les membres d'une collectivité géographique ou sociale, conscients de leur appartenance à un même groupe, réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à leur mise en place, au déroulement
et à l'évaluation des activités les plus aptes à répondre à ces priorités. Ces visions participatives de la santé est inscrite dans la Constitution de l'OMS. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé et des populations. Alors personnellement, avec ma double casquette de sociologue et de médecin, ce que j'avais envie, c'est qu'avec vous trois, on fasse vraiment du passage permanent entre la théorie et la pratique. On a besoin du terrain. En tant que médecin, je suis confronté en permanence, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais concrètement quand j'ai des problèmes, et j'ai vu que travailler ensemble était essentiel. Donc ma première question construite ensemble à l'UNPS, pouvez-vous décrire à partir de votre expérience et de votre discipline, votre perception de la question du suicide, de sa prévention? De quelle manière est-il possible d'y travailler, d'y réfléchir ensemble? Samy, je propose de commencer. Pour ne rien vous cacher, vous m'aurez posé la question il y a 3 ans, j'aurais mis 2 ER. Et j'aurais dit non, mais en fait, est-ce qu'il peut y avoir un autre moyen d'aborder la question? Pour une raison qui est très simple. Je suis de formation cartésienne, j'ai fait des maths, je fais aujourd'hui de l'informatique. Et pour moi, si je n'arrive pas à comprendre quelque chose, ça me pose un problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je réduis le problème à quelque chose de bien plus restreint pour pouvoir le résoudre. Donc en d'autres termes, j'ai peur de l'inconnu. Sauf que comment on fait quand on est aussi enseignant et qu'on est confronté par rapport à des étudiants qui vivent un certain mal-être? Et le Covid est passé par là, et je suis désolé, je ne sais pas pour vous, mais le Covid fut un funeste accélérateur des mal-être des étudiants. On commence à se poser des questions, on commence à s'interroger sur cette question de mal-être, de suicide. On rentre au comité éthique et scientifique, on commence à discuter avec les collègues, et la richesse de ces discussions nous amène à repenser cette notion de suicide. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la prévention partagée? Et c'est là que ça devient intéressant. On a beaucoup de définitions et on se dit, mais ces définitions ne cadrent pas avec notre vision pour la simple et unique raison, c'est qu'on ne peut rien y apporter. Encore une fois, on a besoin de questions simples, de réponses simples, pour qu'on apporte un plus à la communauté. Donc la prévention partagée, pour moi, elle réside en un mot, le partage. Et le partage de quoi? Le partage de la connaissance. Donc sur quoi nous avons commencé à travailler? On a commencé à travailler sur une notion qui est assez simple. Pourquoi déjà, entre le médecin généraliste et l'hôpital, il n'y a aucun échange? Pourquoi nous, enseignants, quand on a un étudiant qui est dans un état de mal-être, la seule réponse qu'on peut lui apporter, bien évidemment, on lui ouvre notre bureau, on l'écoute, on n'est pas formé pour, mais la seule réponse qu'on peut lui donner, en fait, on a un service d'assistance psychologique à l'université et on prend le téléphone et on les appelle. Et on est vraiment mal parce qu'on ne lui donne pas plus de réponses que cela. Et le service en question, il est tellement sous les demandes qu'il n'a même pas le temps d'appeler les enseignants en question pour leur poser la question pour qu'il y ait un partage de connaissances. Donc vous voyez, cette notion de connaissance, elle est essentielle. Et donc l'un des projets qu'on a commencé à réfléchir, c'est notamment entre médecins généralistes, acteurs, hôpital. Est-ce qu'il y a matière de concevoir quelque chose de numérique qui permettrait de faciliter cet échange de connaissances? C'est drôle ce que je suis en train de dire, à l'ère de la communication, on ne sait pas communiquer. Et pour moi, c'est une réalité. La prévention partagée devrait commencer par mettre en place des outils de communication. Je vais juste préciser toute ton évolution par rapport à la question du suicide. Comment tu es parti de quelque chose de très peut-être biomédical ou très cartésien à quelque chose de beaucoup plus complexe? Alors, le suicide n'existait pas. Si je pose la question à l'adolescent que j'étais et au jeune adulte que j'étais aussi, c'est très simple. Pour moi, il y a le médical et il y a le non médical. Le médical, c'est on a attrapé un rhume, on prend un Fervex. C'est très simple. Ça, je peux le comprendre, aucun problème. Le mal-être en tant que tel, je faisais semblant de ne pas le voir. C'est vrai que je faisais semblant, je ne m'en rendais même pas compte. C'est-à-dire que c'était quelque chose de naturel. De par mon éducation, ma culture, l'enseignement que j'ai reçu, on a du mal à admettre qu'il y a autre chose que
avoir un rhume ou avoir le Covid ou avoir le vaccin de telle ou telle maladie. Donc, j'en suis arrivé à un moment où je me dis, ce que je ne sais pas résoudre n'existe pas. Et passer de ça à se dire, ça existe, même si dans notre fort intérieur, on voudrait bien que ça n'existe pas, mais admettre que ça existe et admettre qu'on n'a pas la réponse ou on n'a pas une réponse unique à y apporter, ça c'était un gap. Et ensuite se dire, quand bien même on n'a pas de réponse, comment on peut aider à avoir la réponse? Ça c'était la deuxième étape qu'on a passée. Et on arrive à penser non pas la santé comme une santé uniquement liée à des paramètres physiologiques, mais penser la santé dans son entièreté en intégrant et le volet médical pur, comme je le voyais à un moment donné de ma vie, en y intégrant le volet mental. Merci. Christina? Oui, alors, donc l'initiative Ut Fortis, pour la prévention du suicide, utilise les arts, notamment la poésie, la musique et le patrimoine. Elle répond en fait à 3 appels. Elle a été créée en 2019. Le premier appel, c'était suite au rapport qui a été publié par l'OMS en 2014 sur l'état d'urgence mondial par rapport au suicide. Le deuxième, c'était celui de l'International Association for Suicide Prevention, qui avait lancé un appel aux survivants, en leur disant nous arrivons à un stade où nous avons encore besoin d'informations sur ce qu'a pu vivre un survivant, comment il a expérimenté sa tentative ou en tant que proche de suicider. Si vous avez des éléments, s'il vous plaît, faites-les nous parvenir. Et ensuite, troisième appel, celui de l'UNPS en 2020 avec la prévention partagée. Donc, on a pris en cours. Donc, Ut Fortis, c'est d'abord la perspective du survivant. Par survivant, je définis celui qui a fait une tentative ou celui qui est proche de suicider. Donc, pour mon témoignage, c'est vraiment un témoignage de ce point de vue, puisque moi-même, je suis survivante, ayant fait des tentatives et venant d'une famille où il y a eu plusieurs passages à l'acte sur plusieurs générations. Donc, je suis d'origine ivoirienne et martiniquaise. Même si je suis basée sur le centre Val-de-Loire, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest, également dans les Caraïbes, en Martinique. Et ce que je peux vraiment apporter comme perspective, c'est vraiment le caractère unique de chaque cas. Chaque cas est vraiment très particulier, répond au croisement de plusieurs facteurs familiaux, culturels, voilà, de socialisation également primaire. Donc, vis-à-vis de ce caractère unique, il fallait pouvoir fournir certaines explications de l'intériorité des survivants, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, qu'est-ce qu'ils veulent communiquer, quel est leur message, quels sont aussi leurs non-dits. C'est ce à quoi répond Ut Fortis. Également une sensibilisation pour le grand public en utilisant des musiques et des poèmes du patrimoine culturel mondial, et qui, souvent on a entendu ces poèmes, on a entendu ces musiques qui sont des hits sans en connaître l'histoire, qui relève souvent du mal-être ou du mieux-être. Et l'exemple que je voulais mettre en avant dans le cas de la prévention partagée pour bien souligner le caractère unique de chaque cas, c'est vraiment celui de mon île maternelle, donc la Martinique, à travers l'article d'Ut Fortis, perspective de survivants et hyperprésence de figures liées au suicide dans la vie de la cité en Martinique, que vous pourrez retrouver sur le site de l'UNPS dans le dossier du survivant. Donc, pour un cas unique d'un particulier qui s'inscrit dans une île comme la Martinique, qui elle-même, dans l'histoire de la France et dans l'outre-mer, a une histoire particulière, pour que vous puissiez réaliser ou prendre l'ampleur de la nécessité d'une prévention partagée. Comme disait Samy, partager la connaissance. Très brièvement, la Martinique n'est pas qu'une île au soleil. Il faut savoir qu'elle a une histoire très compliquée qui date des premières populations autochtones, donc les Amérindiens,
qui, dans l'inconscient collectif martiniquais, se résume quand même à une résistance liée à des suicides de masse. Il y a certaines finesses dans l'analyse historique par rapport à ces suicides de masse, mais pour l'inconscient collectif en général, les Amérindiens restent liés à des populations qui ont résisté par le suicide. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, ces populations amérindiennes ont gardé des traces sur l'île à travers le nom des communes, certains plats, etc. Donc aujourd'hui encore, le souvenir de ces Amérindiens reste le quotidien des Martiniquais. Une histoire compliquée, parfois peu connue, avec des occupations, notamment les occupations anglaises. C'est assez peu connu en métropole, où il y a eu là encore résistance des Martiniquais sur place. Ou encore le passé esclavagiste, où il faut savoir que l'oppression et l'injustice généralisée fut loi en Martinique à travers le Code noir. Et je passerai sur les multiples suicides qui ont eu lieu dans la population afrodescendante. Il faut savoir que quand un négrier part des côtes africaines, il y a des suicides qui se réalisent sur le bateau par les esclaves. Il y a des suicides au cours de la traversée. Il y a des suicides quand le bateau accoste sur les côtes martiniquaises. Évidemment, il y a des suicides dans les plantations. Les populations, quel que soit leur âge, étaient soumises à ces suicides, donc vivaient et avaient des conséquences de ces suicides, qu'elles soient esclaves ou colons, puisque sur la plantation, tout le monde était exposé aux mêmes nouvelles, même si ce n'était pas au même degré. Donc c'était un huis clos de violence. Je passerai sur à ces calamités historiques, je passerai sur les deux guerres mondiales, notamment la résistance au nazisme des Martiniquais contre les actions de l'amiral Robert, ou encore auxquelles s'ajoutent les calamités des catastrophes naturelles, pour ne citer que l'éruption de la montagne Pelée. Donc c'est une situation très particulière, et quand on l'éclaire de la définition de la contagion suicidaire, il faut savoir qu'un seul suicide qui se passe a un impact sur près de 20 personnes, selon la définition de la contagion suicidaire que vous pourrez vérifier sur les travaux appropriés. Il faut réaliser que ce huis clos de violence, que cette situation historique difficile est liée aux catastrophes naturelles qui peuvent survenir sur l'île, doublées de catastrophes sanitaires comme ceux de la chlordécone, il faut savoir que ça crée une ambiance particulière de défiance qui peut conduire certains Martiniquais à se méfier naturellement, entre guillemets, d'un ordre établi, sans compter l'impact au niveau personnel, avec des répercussions dans la psychologie de chaque individu. Donc, vraiment, cet exemple pour pouvoir souligner le caractère unique d'un cas particulier qui s'inscrit dans une culture particulière, dans une région avec une histoire particulière. Donc on se rend bien compte que la prévention partagée à ce stade est vitale. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Vous pourriez juste préciser, ouais, d'accord. Juste peut-être très rapidement préciser ce qui m'a été intéressé quand on a discuté ensemble, c'est les liens entre la représentation du suicide et justement ce côté unique et cette culture et cette histoire. Peut-être en une phrase. Préciser un petit peu le lien entre tout ce que vous avez développé sur la culture, l'histoire de la Martinique et la vision et la perception du suicide et de sa prévention. Comment ça complexifie les choses? Oui, la prévention est complexifiée. Pourquoi? Parce que, étant donné l'histoire difficile de l'île, la défiance naturelle au sein des populations, il est vrai que par rapport à tout message qui pourrait venir de l'institutionnel, il y aura un braquage naturel et qui est compréhensible au vu de tout ce que je viens d'énumérer et qui nécessite une adaptation au local qui est indispensable. S'il y a le temps, je souhaiterais le développer, mais s'il y a du temps. Peut-être tout à l'heure dans le débat, Catherine. Alors, il n'y a plus beaucoup de temps, et vous avez compris que j'étais un peu bavarde. Alors, moi, je ne suis pas cartésienne. Je préfère quand c'est compliqué que simple. Hein. Et puis, j'aime bien cette idée d'un pluriel bien singulier, comme
Christina vient de le développer. Oui, ce qui intéresse les anthropologues de la maladie et de la mort, c'est comment les humains font avec le malheur. Et ce qu'ils montrent aussi en étant au plus près sur le terrain. Car il n'est pas possible de généraliser quoi que ce soit sans être allé voir dans le détail comment dans chaque communauté, chaque famille, chaque village, chaque quartier, chaque cage d'escalier se déploient ces questions soit d'acceptation, par exemple, de la mort violente et du suicide, et même des formes de valorisation. Alors il y a évidemment dans le registre de la valorisation du suicide tout ce qui renvoie à des actes considérés comme héroïques, de résistance à l'oppression, de l'honneur retrouvé par le suicide. Il y a tout cela dans ce que les anthropologues ont étudié. Il y a bien sûr toute l'historique que je ne vais pas vous faire maintenant depuis Durkheim de ce que l'anthropologie a pu produire comme explication causale du suicide et comme interprétation. On n'a pas le temps et ce n'est pas le lieu. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que dès qu'on n'est pas en faculté de médecine, les gens ont beaucoup à dire de la mort et du suicide, mais dans une langue qui est la leur, et pas la langue des schémas de communication. Alors que si vous avez lu l'interview de Didier Sicard la semaine dernière dans Télérama, il dit ceci: en France, pour l'étudiant en médecine, la mort n'existe pas. Et je partage tout à fait ce point de vue. Et ces étudiants en médecine vont devenir les psychiatres qui vont travailler notamment cette question des messages préventifs, des messages sanitaires, et souvent dans une langue qui est complètement éloignée. Des manières de catégoriser les morts violentes et les suicides dans la population, des manières d'élaborer des interprétations. Alors les interprétations, elles varient considérablement, hein, du châtiment divin jusqu'au suicide héréditaire, par exemple. Et puis, dans la population, varie aussi, donc beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, la valorisation de certains suicides, la mémoire locale, mémoire longue ou mémoire plus récente, vont accorder beaucoup d'importance à certains suicides et beaucoup moins à d'autres. Je le disais tout à l'heure pour le canal des Noyers et ES, ce que montrent les anthropologues quand ils sont au plus près du terrain et des populations, et qu'ils n'essayent pas de leur faire parler une autre langue, mais qu'ils les invitent à s'exprimer dans la langue qu'ils parlent, c'est souvent des langues populaires, eh bien, on voit très nettement combien les suicides d'hommes marquent les mémoires, beaucoup plus que les suicides de femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très récurrent. Et puis, bien sûr, il y a à comprendre comment cette manière de parler ou de taire renvoie à des catégories qui, elles, sont à la fois générales et génériques, mais très variables d'une communauté ou d'une société à l'autre. C'est les catégories de la bonne mort ou de la mauvaise mort. Et nous sommes, nous, ici, dans une société qui considère que les morts violentes et les morts par suicide sont du côté de mauvaises morts. C'est-à-dire que la morale condamne ou s'apitoie sur ces morts-là. Il n'en est pas donc partout de même. Et ça, c'est aussi intéressant, ce qui ne veut pas dire que les autres soient sans morale, mais leur morale ne condamne pas forcément de la même manière et dans les mêmes catégories et les mêmes schémas d'interprétation que ce que notre État démocratique, mais une démocratie où en fait la parole de la majorité est bien peu prise en compte et entendue, mais effectivement nous avons autour de ces catégories entre bonnes et mauvaises morts tout un champ complexe
très complexes qui se déploient et qui changent. Ces mauvaises morts que pouvaient être les morts périnatales sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, lorsque d'une certaine manière les naissances avaient lieu à l'hôpital et où l'hôpital traitait comme des déchets anatomiques ces très petits morts, ces très petits corps, s'est trouvé transformé non pas en bonne mort, mais en mort à laquelle on porte une attention et à laquelle aussi, autant les familles, et notamment les mères, mais pas seulement, et les soignants ont, d'une certaine manière, à la fin du XXe siècle, considéré que l'attention devait prévaloir à cet événement et non pas le banaliser et non pas le réduire du côté du déchet et du néant. Et ces morts aujourd'hui peuvent être davantage parlées, peuvent être davantage partagées et très probablement aussi tout le soutien social, associatif, mais aussi donc ce que les soignants et professionnels du soin ont appris, car il a fallu qu'ils apprennent, a très probablement réduit de beaucoup le suicide des mères confrontées au décès de leur tout petit. Merci beaucoup. Il y aurait sûrement un grand débat à avoir sur la façon dont on réfléchit à la mort, parce que c'est encore très compliqué. Alors peut-être un peu plus rapidement pour la deuxième question, pour passer de la théorie à la pratique, pouvez-vous donner un exemple d'actions partagées qui permettent justement d'améliorer la prévention du suicide? Bon, déjà, je vais dire que je suis frustré à chaque fois que je viens ici parce qu'il ne faut pas faire des tables rondes du Nord, il faut faire des journées de tables rondes. Surtout quand les gens autour de moi sont si divers et c'est de la diversité que naît finalement la richesse. Donc, un exemple très simple. Avec Mathieu Lutzmann qui est ici, avec Mathieu Hudé du SAMU 94, nous avons commencé à réfléchir sur comment un patient qui est envoyé aux urgences pourrait éventuellement être mieux pris en charge. Parce que quand je discute avec des collègues médecins aux urgences, ils me disent c'est très simple. Nous, on a un flux de patients continu. On ne peut pas s'attarder sur chaque cas. On est là pour soigner le maximum de personnes et c'est tout à fait compréhensible. Alors que quand on discute avec le médecin traitant, le médecin généraliste, lui, il est aux abois parce qu'il ne peut quasiment rien faire. Il envoie le patient. Le patient, il pense qu'il sera pris en charge par l'hôpital public. Or, l'hôpital public, le soir, après 20h, allez voir les SAMU, mais vous y êtes allé. Déjà, ils sont sous-effectifs. 2, ils ont énormément de patients. 3, les patients ne vont pas arrêter de tomber malades à 20h. Donc, ils ont un flux qui est quand même continu. Et 4, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toutes les informations nécessaires. Donc, l'un des premiers projets, c'est éventuellement comment faciliter cet échange-là. Et j'en viens, vu qu'on est au sein d'un ministère, à dire qu'il faudrait renforcer l'effort financier pour aider la recherche dans ça. Il n'y a aucun guichet aujourd'hui qui permet... Tout à l'heure, dans la table ronde d'avant, on parlait de réunir les associations en union d'associations pour que la voix porte. Mais même une union d'associations ne suffit pas. Il faudra qu'on puisse se réunir plus nombreux autour de la table pour faire des choses. Quel est le guichet aujourd'hui qui permettrait de financer ce genre de projet? Très peu. Vraiment très peu. Donc il faudrait potentiellement qu'il y ait une réflexion là-dessus. Une réflexion, pourquoi? Parce que cette preuve de concept dont je vous parle n'est qu'une preuve de concept. Et vu que je suis un optimiste, moi je ne vais pas parler de mal-être ni de suicide, je vais parler de bien-être. La société devrait être bienveillante avec ses citoyens. Après qu'il y ait un suicide décidé ou un suicide malheureux ou pas, je vous assure qu'il y a certaines personnes qu'on voit très très bien. Il y a le Covid qui passe par là et ils ne vont pas très bien du tout parce qu'ils ont vécu dans un 6 mètres carrés pendant 2 ans et c'est juste pas possible. Donc, la société devrait être bienveillante. Mais quand j'entends, moi, parler de ville intelligente, allez, pour faire plaisir à mon amie Stella, je vais parler de région intelligente pour intégrer la zone rurale. Qu'est-ce qu'une ville intelligente? Est-ce que c'est une ville où, quand on se lève le matin, il y a une voiture autonome qui vient nous prendre? Est-ce que c'est une ville dans laquelle on peut parler avec un Alexa ou un je ne sais pas quoi, like, qui permet de commander notre taxi, d'allumer notre cafetière le matin? Non, une ville intelligente, c'est une ville ou une région qui est bienveillante avec son citoyen. Et pour y arriver,
à faire ça, il y a énormément de choses qui doivent être prises en compte. Si je vous pose la question, par exemple, sur l'intelligence artificielle, vous allez tous me dire ChatGPT. C'est dans l'actualité. La moitié serait pour, l'autre moitié serait contre. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un manque de communication, il y a un manque de connaissances. Si on se mettait tous autour de la table et qu'on commençait non pas à subir cette région intelligente qu'on va de toutes les façons avoir, parce que c'est dans l'air du temps, et qu'on se mettait à agir pour avoir quelque chose de vraiment un petit peu plus intelligent, qui considère l'humain dans son centre et non pas la technologie dans son centre, je suis quasi certain qu'on pourrait avoir des projets un petit peu plus beaux que ceux qui se feront si on ne s'y intéresse pas. Merci beaucoup, Christina. Alors, je vais être rapide, synthétique. Pour les actions, c'est d'abord, il faut savoir que pour rester sur l'exemple de la Martinique, il faut savoir que sur place, il y a des acteurs, il y a une dynamique de prévention, avec notamment des initiatives très, très, très importantes, comme je pense à, par exemple, Martinique 36 heures pour demain, qui a été initiée par le psychiatre Aimé Charles Nicolas, et qui rassemble plusieurs partenaires, dont l'UNESCO, des partenaires institutionnels, associatifs et privés. Il y avait déjà eu un travail de fond qui avait été fait sur les conséquences psychiatriques liées à l'esclavage. Ça continue aujourd'hui, ça va plus loin, avec des forums qui sont librement organisés, avec un appel à la population pour des appels à se projeter et à donner des idées. Je pense également au centre de formation des fonctionnaires dirigé par Mme Arlette Pujard, qui a initié plusieurs activités pour améliorer la compréhension des différentes populations, communautés LGBT, etc., au niveau de l'île. Ces initiatives existent, mais parfois elles font de la prévention partagée sans le savoir. Donc ce serait peut-être au niveau de l'UNPS de permettre peut-être une coordination, une invitation à une coordination de ces actions, avec, puisque l'UNPS, je le précise, a une représentation dans les Antilles avec Amalgame Humanis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait vraiment comprendre le terrain. Et le terrain, dans une île comme la Martinique, qui ressemble, je pense, à ce niveau à plusieurs autres régions de France, il y a un deuxième langage qui est usité par certaines catégories de populations cibles, notamment les seniors, avec l'usage du créole. Tata Josette et grand-mère, s'il y a un message de prévention en français, elles ne le comprennent pas. Donc, faciliter des médiums et des médiateurs qui vont pouvoir véhiculer les messages de prévention avec un langage en Martinique comme le créole. Du moins, le répondre un petit peu plus. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, les populations cibles, toujours dans l'optique de la perspective du survivant, les populations cibles, elles sont fortement liées à des problèmes de santé sociale. Je pense au rapport tout à l'heure de l'ONS par rapport aux inégalités sociales. Les populations cibles, on les trouve dans des structures municipales de gages, des magasins de prêt, enfin des magasins d'achat, de magasins, etc., des banques alimentaires. Ce sont des populations concernées par des problèmes financiers, faillites, découverts, etc. Et on est au cœur du sujet de la prévention. Ce sont ces populations-là qu'il faut atteindre. Pourquoi ne pas initier des partenariats ou des collaborations avec des corporations liées à ces secteurs de crédit, d'aide alimentaire, etc. Voilà, parce que la vraie population cible, elle se trouve aussi là. Comment l'atteindre? Si moi, par exemple, en tant qu'individu, je vais dans un magasin qui fait de l'achat d'occasion parce que c'est chaud pour moi à la fin du mois, s'il y a une petite affiche de prévention, ça peut aider. Donc, c'est une piste, juste une piste. Enfin, le dernier point, il est celui de l'utilisation de l'art. Quoi d'autre que l'art? Il atteint tout le monde. C'est une formidable occasion de pouvoir toucher le maximum. C'est ce que nous faisons à Woodfortis de manière solidaire. Et je prendrai ce dernier exemple avec le récital qui a été organisé dans la commune de Sainte-Luce en Martinique, avec le concours de la commune. C'était à la base un simple récital de musique poétique
juste 5 minutes où il y a un petit message de prévention avec une représentation de l'UNPS pour faire un message rapide sur le mal-être. Ça ne plombe pas l'ambiance. Au niveau d'Outfortis, nous avons mené plusieurs de ces actions dans différentes activités culturelles, des concerts, voilà, des rencontres, etc. Et ça ne plombe pas du tout l'ambiance. Donc, juste y penser. Également, les associations municipales de culture, associations de théâtre, de sport. Quand il y a une rencontre sportive dans le stade municipal, diffusée sur l'écran un petit 31-14, ça ne paie pas de mine et ça peut aider. Donc, ce sont des pistes pour, dans le cadre de la prévention partagée, aller à la rencontre du terrain et des individus. Voilà. Merci. Vous avez bien précisé dans notre échange qu'on ne peut pas dérouler directement les protocoles issus de la recherche, mais qu'il fallait des médiateurs sur le terrain. Ça, c'était vraiment très important de voir que, encore une fois, la prévention, les actions de prévention, elles ne sont pas univoques. Catherine ? Merci. Aller sur le terrain, oui. Quand on a préparé cette table ronde, je disais, moi, j'aime pas beaucoup le terme prévention, prévenir, mais venir. Je préfère venir. Être là, aller vers. Alors, on a beaucoup parlé de l'aller vers pendant cette crise Covid. Je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment allé vers ceux qui souffrent. Mais en tout cas, venir, écouter, être capable de parler plusieurs langues. Et ce n'est pas forcément des langues très étrangères, hein, mais c'est des langues qui disent la misère, le malheur, la souffrance, et qu'on y soit attentif. Ce qui fait que je milite beaucoup pour que se développe en médecine la médecine narrative, l'attention portée au récit, à la littérature, à l'art, à tout ce que l'art peut produire comme récit hors nomenclature, je dirais, et qu'on soit effectivement capable de développer des approches qui s'éloignent des seules preuves statistiques, même si elles sont utiles. Donc les voies numériques, par contre, qui proposent des récits variés et des possibilités d'aller au plus près des populations, alors cibles, oui, peut-être. Là aussi, c'est un terme qui me surprend un peu, mais en tout cas, celles qui, en leur sein, ont effectivement des gens qui sont traversés par, et là j'emprunte le terme de Maria Catedra, qui a beaucoup travaillé sur le suicide dans les Asturies en Espagne, qui connaissent des mélancolies mortelles. Et bien donc, comment être au plus près d'elle, ça me semble quelque chose qu'on doit encore et toujours travailler. Et puis, très concrètement, une fois que j'ai quitté la faculté de médecine de Lille, elle a mis en place quelque chose de passionnant. Et ce qui s'est mis en place doit beaucoup au psychiatre Charles-Édouard Notre-Dame, a mis en place avec le service sanitaire des étudiants tout un travail de formation où, plutôt que de leur dire qu'ils allaient faire de la prévention, ils ont d'abord eu de très longs moments d'apprentissage d'une parole sur la souffrance, sur le malheur, sur la nécessité effectivement d'aller vers les autres, mais aussi vers soi-même. Vous savez combien les étudiants en médecine, des premières années jusqu'à la fin de l'internat, ont une santé mentale fragile. Et j'ai trouvé que cette démarche est extrêmement intéressante. On ne travaille pas sur les autres et pour les autres sans avoir très fortement consolidé la possibilité de se montrer vulnérable et faillible dans un système ultra concurrentiel quand même. Hein. Et donc, ça n'est pas facile à mettre en place. Et ce que l'on voit aujourd'hui, puisqu'il y a maintenant 3 ans de recul, c'est que ça marche et que les étudiants vont vers les lycéens et les collégiens, certes pour faire de la prévention, mais surtout, ils sont infiniment plus attentifs à eux-mêmes, au tout proche d'eux-mêmes. Hein. Et donc, à la douleur singulière, et non pas à celle que les statistiques peuvent effectivement dessiner, certes de manière pertinente au plan heuristique, mais rater ce singulier qui, je crois, nous est tout à fait important.